Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans On se dit tout. Aujourd'hui, j'ai rassemblé sur ce plateau des spécialistes de l'emploi. Ça veut dire qu'ils connaissent les rouages du recrutement, ce qui fait la différence lors d'un entretien, ce qui tape à l'œil d'un recruteur, et ils ont accepté de partager avec nous et avec vous tout leur savoir. Ensuite, l'interview santé portera sur l'angine et on en parlera avec le docteur Anis El Bouazaoui. Il est ORL. Restez avec nous pour les détails. Bienvenue. Allez, on y va pour le tour de table des pros qui ont accepté de relever le défi de vous apporter un maximum d'informations sur l'employabilité des jeunes. J'ai avec moi sur ce plateau Mariam Sbehi. Bonjour Mariam. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes fondatrice du cabinet Cercle RH, consultante et formatrice en management des ressources humaines. Et puis Issam Haq. Bonjour. Bonjour. Merci Yasmine. beaucoup d'être là. Vous Merci êtes à vous. responsable développement au sein du USAID Career Center de Casablanca. Oui. Et Nawal Bekri, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes consultante experte en employabilité des jeunes. Alors, pour commencer, avant de passer aux questions, nous allons faire un tour du côté d'Abidjan pour sonder la rue, ce que pensent les jeunes de ce qui pourrait être le cœur d'une meilleure employabilité pour eux. On regarde. Moi, je pense que c'est vrai, le salaire, c'est très important. Il y a aussi tout ce qui est social, hein. Ça veut dire l'environnement de travail dans lequel on va évoluer. Voilà. La dimension humaine est beaucoup plus importante, je pense. Ça ne sert à rien d'avoir un gros salaire et puis d'être dans une entreprise où on ne peut même pas s'exprimer, où il y a tellement de gens qui s'en veulent que voilà, la vie est insoutenable en fait. Des conditions de travail assez aisées, c'est-à-dire pouvoir travailler dans un environnement assez sain, ensuite avoir une formation en continu, c'est-à-dire ne pas rester statique à ce que je fais, apprendre en même temps que je travaille, de sorte à me perfectionner encore davantage. Je pense que c'est d'abord l'amour du travail. Il faut d'abord aimer le travail que tu fais. Et qu'est-ce qui pourrait motiver quelqu'un à être dans une entreprise? C'est d'abord, je crois, le couronnement de toutes les études qu'on a eu à faire. Ensuite, le travail aujourd'hui, c'est le quotidien de tout un chacun. C'est la seule voie à l'issue qui nous permet d'avoir notre gagne-pain, notre quotidien. Je pense que celui qui travaille est plus libéral en société et peut s'exprimer à un échelon plus supérieur. C'est de pouvoir avoir l'atmosphère qui est vraiment très détendue pour qu'on soit encore plus efficace. Et puis, on se sentira certainement mieux en fin de journée. Il ne faudrait pas qu'on sente vraiment ce stress, ce poids d'une forte charge et qu'en fin de journée, on se retrouve vraiment très stressé et on n'arrive pas à concilier famille et entreprise. C'est juste la cohésion sociale en entreprise et aussi un très bon profil de carrière proposé par les managers. Alors, mesdames, messieurs, vous l'avez vu, en fait, les aspirations sont différentes. Pour certains, c'est une évolution de carrière, pour d'autres, c'est le salaire. Voilà. Mais avec vous, aujourd'hui, on va essayer d'avoir vraiment cette ligne conductrice à partir de laquelle et le jeune et l'entreprise peuvent s'inspirer pour développer le marché de l'emploi, pour développer l'employabilité des jeunes. Pour commencer, comment on définit vraiment cette employabilité? Mariam Sbehi, je ferai un tour de table. Bien. Alors, moi, je l'aurais défini de la manière suivante. Je veux dire que c'est la capacité pour un individu de pouvoir conserver ou obtenir un emploi tout en variant ses compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise elle-même joue un rôle dans cette employabilité à travers la responsabilisation de ses collaborateurs et également leur octroyant des formations. Donc c'est de là où ils peuvent décrocher justement des postes qui ont beaucoup plus d'importance et c'est de là qu'ils peuvent évoluer dans une entreprise et d'obtenir d'autres emplois dans d'autres structures à travers un emploi plus intéressant pour eux. Et en fait, pour vous, ça va dans les deux sens. Ce qu'apporterait le jeune Absolument. Et ce que l'entreprise lui apporte. Absolument. Vous êtes d'accord, Nawal Bekri? Alors moi, pour la définition, je reviens toujours vers des organisations internationales parce que quelque part, on a plusieurs définitions de l'employabilité. Alors, l'ILO, qui est l'Organisation internationale du travail, elle définit l'employabilité comme étant la capacité de sécuriser un job et de le garder. La présentation elle est très longue, mais moi je retiens que ces deux-là parce que obtenir et garder.
obtenir et garder. Obtenir et garder dans n'importe quel espace, dans n'importe quel temps. Et ceci, je dirais, implique toutes les compétences que doit ce jeune, je dirais, cultiver et développer pour pouvoir décrocher ce job, mais aussi le garder. Et donc, quelque part, bien sûr, il y a beaucoup de responsabilités de ce jeune ou de ce chercheur d'emploi en général, mais il y a aussi une part des responsabilités de l'entité qui va quelque part l'accueillir. Mais on parlera tout à l'heure qu'il n'y a pas que le salariat, oui, pour parler d'employabilité, il y a aussi d'autres formes qui sont diversifiées aujourd'hui pour pouvoir se dire que je suis employable ou désirable par le marché de l'emploi. Et il y a aussi le rôle de l'entreprise, on reviendra sur ça également. Je vous pose la question, Aïssam Haq, l'employabilité des jeunes, pour vous, c'est quoi? En fait, je suis tout à fait d'accord avec Mariam et Nawal par rapport à la définition. La capacité d'un individu à progresser et aussi à s'adapter dans un environnement de travail tout au long de sa carrière professionnelle. Et ça, normalement, à la définition de l'Organisation internationale du travail, et la divise en 4 axes. C'est-à-dire, il y a premièrement le choix professionnel, c'est-à-dire vers quel métier s'oriente l'individu, les outils de recherche d'emploi tout au long de sa carrière professionnelle qui évoluent selon le stade, et aussi tout ce qui est compétences professionnelles, mais aussi tout ce qui est qualité qu'on développe et qu'on maintient tout au long de notre carrière professionnelle. Ok. Alors vous êtes responsable développement au sein du Career Center de Casablanca. Ces centres de carrière ont été développés dans plusieurs villes du Maroc. C'est des centres qui aident les jeunes à la recherche de l'emploi en les formant aux vraies techniques de recherche de l'emploi. Ce qui veut dire que vous les côtoyez de très près, ces jeunes. Oui. Ça veut dire quoi pour eux l'accès à l'emploi? Quand ils sont dans cette phase de recherche, quelles sont leurs aspirations? Et ça veut dire quoi vraiment décrocher le premier job? Alors, les services des Career Centers répondent au quotidien à différentes attentes. Et c'est une expérience nouvelle? C'est une expérience très nouvelle, très récente. Très nouvelle, effectivement, à travers l'implantation des centres physiques au niveau de 3 régions au Maroc, Casablanca, Marrakech et Tanger. Fruit d'un partenariat entre l'Agence américaine pour le développement international et le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et on reçoit chaque jour des jeunes qui ont des questions, qui ont des besoins sur leur positionnement déjà par rapport au marché du travail, c'est-à-dire à travers un service de diagnostic, pour identifier déjà leurs points forts, leur axe d'amélioration et vers quel métier ils pourraient s'orienter à travers la mise à disposition d'informations sur le secteur porteur, sur les métiers d'avenir ou qui sont pourvoyeurs d'emploi. Et s'ajoute à cela, c'est-à-dire tout un service d'orientation, mais aussi tout ce qui est préparation d'emploi à travers effectivement la formation, l'accompagnement, que ce soit d'une façon collective ou individuelle, sur tout ce qui est outils de recherche d'emploi, notamment ce qui est CV, entretien, l'aide de motivation, les attentes des entreprises, et un dernier service, tout ce qui est mise en relation avec les entreprises. C'est-à-dire principalement, c'est pas c'est-à-dire le recrutement ou l'insertion directe, mais c'est la préparation en amont de ces jeunes pour qu'ils puissent effectivement avoir le minimum requis demandé par les entreprises par rapport à ces aspects-là. Mais l'objectif plus important, c'est le maintien de ces emplois, c'est-à-dire éviter cette rupture de contrat inattendue durant les premiers mois de travail. Mais ça veut dire quoi pour eux, ce premier job? Madame Sbehi, vous êtes spécialiste du recrutement, donc vous en faites beaucoup aussi. Pour les jeunes, un premier job, c'est quoi? C'est le passeport de la liberté? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors effectivement, c'est un droit d'entrée, bien entendu, mais moi je voudrais juste revenir par rapport à cet accès à l'emploi. Je voudrais revenir sur, peut-être énumérer plusieurs exemples. Aujourd'hui, on a un jeune sorti d'école qui a choisi la bonne filière et qui, bien entendu, c'est une filière qui répond absolument aux attentes du marché. Donc on va sur le principe qu'il y a une bonne orientation à la base. D'accord ? On a le deuxième cas de figure où on a toujours un jeune sorti d'école ayant choisi la bonne filière et qui, avant même d'accéder à ce marché du travail, eh bien, il est préparé pour pouvoir justement
préparer par rapport à la rédaction de son CV, préparer aux entretiens de recrutement. Et bien là encore, on rajoute un deuxième élément qui est la préparation. Donc si on a orientation et préparation, eh bien l'accès, on va dire, est plus ou moins fluide par rapport à ce marché du travail. Bien. Alors à contrario, on a bien entendu des personnes qui se retrouvent dans des filières qui n'ont absolument pas de débouchés ou qui ont de rares débouchés, ou alors des filières qui ne répondent pas à leurs attentes. D'accord ? Et donc au final, eh bien, il y a un gap entre ce diplôme qu'ils ont à la poche et ce marché du travail qui exige d'eux un certain nombre de critères et de compétences. Mais ce gap entre ces deux groupes, ceux qui ont été accompagnés et les autres, c'est quoi? C'est l'absence de structures spécialisées comme le centre de carrière? Absolument. Donc justement, quand on a des centres de carrière qui aujourd'hui rattrapent quelque part ces jeunes lauréats, eh bien, ça aide énormément. Parce qu'aujourd'hui, la première carte visite d'un lauréat, c'est son CV. Absolument. Déjà, à la réception du CV, si le CV n'est pas adéquat au niveau de la forme et au niveau du fond, eh bien, il risque d'y avoir déjà un rejet. D'accord ? Alors, quand on est accompagné justement de cette manière-là, eh bien, ça aide justement ce candidat à pouvoir ne serait-ce que décrocher un entretien. Rien n'est gagné, mais au moins, il a décroché un entretien. Et là encore, si cet accompagnement est suivi par des simulations d'entretien, eh bien, ça va aider amplement. Absolument. Voilà. Alors, Nawal Bekri, vous travaillez aussi étroitement avec les centres de carrière. Et on l'a dit tout à l'heure, l'expérience est récente. Mais on va dire, quels sont les constats aujourd'hui? Parce que ça a commencé pendant l'année universitaire 2016-2017. Là, on a commenccommencé l'année universitaire 2017-2018. L'idéal, c'est d'accompagner les jeunes dès leur entrée dans les études supérieures. Mais j'imagine que pour l'année dernière, vous avez pris surtout ceux qui étaient en fin de cursus. Est-ce qu'il y a un constat de lacune, un constat d'absence véritablement d'accompagnement, de savoir-faire en matière de rédaction d'un CV, de préparation aux entretiens d'embauche? Peut-être avant de répondre à cette question, je répondrai à la question précédente qui parlait un peu pourquoi ces jeunes cherchent ce first job. Et donc pourquoi vous allez me répondre à la question? Oui, je l'ai posée 2 fois personnellement. Bien sûr. Au fait, moi, je vais parler du point de vue aussi social, parce que avoir un job, c'est aussi quelque part avoir une petite carte de liberté. Avoir un job, c'est aussi un facteur de cohésion sociale. Donc c'est une manière de s'affirmer, d'avoir cette possibilité de sortir, de rentrer, de dire que je ramène des sous, que je ramène un salaire, que je peux consommer, que je peux avoir accès à un crédit, que les personnes que j'idolâtre, je peux aller dans le sens de ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, c'est très ancré dans nos valeurs. Et d'ailleurs, je dirais l'objectif 8 des objectifs de développement durable aujourd'hui, donc il parle un peu de travail décent. Donc aujourd'hui, je dirais, l'ONU et toutes les organisations mondiales font en sorte que chaque gouvernement, parmi les 193 pays signataires, puisse un peu développer des programmes qui visent vers ce travail décent. Parce que si on n'a pas ce travail décent, eh ben, c'est toute la cohésion sociale qui est remise en cause. Donc c'est tout l'équilibre, c'est la sécurité, la paix qui est remise en cause quelque part. Absolument. Donc c'est un sujet très sérieux sur lequel on doit se pencher. Maintenant, le l'USAID Career Center, il est venu avec je dirais, c'est un pilote, il faut le reconnaître, c'est un pilote. J'espère qu'il va le rester et qu'il va être quelque part récupéré par le gouvernement pour y mettre les ressources qu'il faut pour qu'il puisse rester. Maintenant, tout seul, il ne peut pas tout faire. Donc, nous, on a eu la chance, dans le cadre de la collaboration, de travailler avec des jeunes qui étaient en fin de cursus, qui étaient, je dirais, enthousiastes, qui voyaient ça, donc, je dirais, d'un bon œil, ils veulent aller de l'avant. Maintenant, il faut dire que les jeunes, tous, ne cherchent pas l'information. Donc, si l'USAID Career Center, physiquement, elle est implantée dans un site, mais elle ne l'est pas ailleurs. Maintenant, la force de ce centre, c'est qu'il a aussi développé des sources de Virtual Career Center pour toucher tous les jeunes. L'idée, ce n'est pas de parler que de ce centre. S'inspirer de l'expérience de ce centre pour répondre à la question. Les lacunes chez les jeunes, justement, en recherche d'emploi. Ces jeunes que vous avez pu rencontrer via ce centre. Au fait, ils ressemblent à tous les jeunes qu'on rencontre par ailleurs. Et je dirais que première lacune, c'est que ces jeunes-là ne cherchent pas l'information. Moi, je résumerai tout en recherche d'information. Un jeune qui cherche l'information est différent d'un jeune qui ne la cherche pas. D'ailleurs, celui qui cherche l'information, il met le pied dans le centre. Et pourquoi nos jeunes ne recherchent pas l'information? Parce qu'il est très pris par le train-train quotidien, que ce soit le cursus. Déjà, on connaît très bien nos programmes qui sont hyper chargés.
en termes de contenu, pas moyen d'aller respirer, de faire des activités paruniversitaires où là, le jeune peut développer tous ses soft skills. Absolument. Le jeune aujourd'hui, c'est une génération Y qui est connectée. Et donc, il a hâte d'en finir un peu avec le cours pour aller se connecter et se pencher sur son device, quel que soit tablette ou smartphone, pour savoir ce qui se passe par ailleurs. Malheureusement, ce n'est pas orienté dans le bon chemin. Et donc, du coup, le jeune, il est quelque part, j'ai pas envie de parler de tous les jeunes, mais quelque part, il est très préoccupé par différentes choses. Il n'y a pas que le job qui le préoccupe aujourd'hui. Ça, c'est un constat que vous avez fait. C'est le constat des sur le millennials terrain. de cette génération qui n'est pas, je dirais, préoccupée que par le job. Il a d'autres préoccupations. Et donc, du coup, quelque part, leur mémoire est saturée entre toutes ces préoccupations. Alors, lorsqu'on parle d'améliorer l'employabilité des jeunes, il y a aussi, vous l'avez bien dit, la part de responsabilité de ce jeune quant à la recherche de l'emploi. Il y a aussi l'orientation qui est très importante. Et il y a aussi le choix aussi par rapport à cette orientation. Vous l'avez dit, Mme Sbehi, il y a des jeunes qui ont choisi une carrière, des études et donc une carrière. Il y a des jeunes qui ont choisi ça et qui sont accompagnés. Mais il y a des jeunes aussi qui font des études supérieures pour faire des études supérieures sans connaître les débouchés. Absolument. Et ça, c'est peut-être aussi une grande tare du système. Absolument. Absolument. C'est-à-dire que c'est au niveau du lycée qu'il devrait déjà y avoir une orientation par rapport aux études supérieures. Il faut qu'il y ait un accompagnement à ce niveau-là. C'est-à-dire c'est vrai qu'on rattrape à travers les centres, à travers aujourd'hui les universités, parce qu'il y a quand même pas mal d'avancées là-dessus, que ce soit les universités ou les écoles qui accompagnent ces jeunes à l'insertion. Mais le travail est à faire en amont. C'est-à-dire qu'une fois que nous sommes au lycée, il faut justement aider et accompagner ces jeunes pour pouvoir bien s'orienter et pour pouvoir choisir la bonne filière qui répond à leurs attentes, qui répond aussi à leur personnalité. Et qui répond aussi, comme le disait Nawal, à ce travail décent. Absolument. Parce que ça en fait un chercheur d'emploi vulnérable quand même. Exactement, absolument. Vous approuvez ? Oui, j'approuve et j'en viens même à cet aspect de lacune qui commence essentiellement par un déficit au niveau de notre système d'enseignement, c'est la partie orientation. Mais qui se complète aussi par rapport à ce manque, absence de prise de conscience déjà chez les jeunes, par rapport à le must ou les besoins ou le premier pas à faire pour pouvoir déjà commencer leur carrière ou percer sur le marché. Les principales lacunes, justement, que vous constatez sur le terrain, Nawal Bakri l'a relevé il y a quelques instants en disant la recherche de l'information fait défaut aux jeunes. Oui, effectivement. Au-delà de la recherche de l'information, est-ce qu'il y a un laisser-aller? Est-ce qu'il y a une forme de nonchalance? Bien sûr, on n'est pas là pour faire un procès aux jeunes en recherche d'emploi. Mais on essaie peut-être, désolé, mais on essaie juste peut-être un peu de booster et de mettre le doigt sur ce qui fait mal. Et après, on va parler de l'entreprise aussi, parce que dans toute relation, la part de responsabilité incombe aux deux. Qu'est-ce que vous constatez? En fait, l'objectif n'est pas de généraliser, bien sûr. Bien sûr. Il y a comme dans le côté de l'entreprise, il y a de bons recruteurs, de mauvais recruteurs. Chez les jeunes aussi, il y a ceux qui sont motivés. Je pense que la clé est la motivation déjà. Et la motivation, ça commence déjà par de l'orientation, de l'accompagnement. Une visibilité. Visibilité, ça se passe. Et je ne pense pas au niveau de l'enseignement ou des établissements scolaires, mais aussi de la famille. C'est important parce que avoir cette prise de conscience que pour pouvoir percer sur le marché du travail, c'est un processus qui se prépare, où il faut s'outiller, il faut avoir de l'information, il faut y aller étape par étape pour pouvoir effectivement rassembler tous les bons ingrédients pour pouvoir le réussir. Et comme vous avez dit tout à l'heure, quand on parle définissant, le processus normalement commence à partir de la première année de l'enseignement supérieur, que ce soit au niveau de la formation professionnelle, au niveau de l'université. Tout ce qui est recherche sur tout ce qui est secteur porteur, les stages aussi, c'est important, ne serait-ce que des stages d'observation, mais aussi la connaissance de l'entreprise. Les jeunes, aujourd'hui, ils ne connaissent pas l'entreprise. Ils ne connaissent pas l'entreprise. Peut-être que Nawal a un peu l'explication, parce que tout à l'heure, vous disiez, les programmes sont tellement chargés que ça ne laisse pas aux jeunes le temps de développer ces soft skills. C'est ça qui fait la différence. Ils peuvent être formés en compétences techniques, mais ces compétences douces font défaut aux jeunes. Ils font défaut aux jeunes. Au fait, s'il y avait à former les jeunes, il faudrait les former sur deux éléments. D'ailleurs, quand on trouve même au niveau des pays les plus développés, je dirais, c'est sur deux mots. C'est le market et network. Sache comment te vendre, mais sache aussi comment travailler en réseau. Ce sont les deux clés
franchement, de l'employabilité d'un jeune. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'académique, on est sur du contenu technique qui, quelque part, aujourd'hui, avec la transformation digitale, il est disponible sur le net, il est quelque part disponible. Donc aujourd'hui... Le technique. Si on doit... L'académique, pardon. Tout à fait. Donc quelque part, si on pouvait alléger les programmes et passer à l'e-learning ou à du blended learning, ça donnerait de l'espace à ces jeunes-là pour aller performer d'autres compétences, pour pouvoir aller de l'avant. Et deuxième chose, vous l'avez bien dit, maintenant, il y a encore une fois, comme l'a dit Ressam, il y a des jeunes, il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui croulent sous les matières, sous les devoirs, sous les projets qu'ils doivent délivrer. Les mêmes qui ont les mêmes programmes gèrent leur temps pour aller rentrer dans des clubs, dans des associations, pour faire des compétitions, pour participer à des job fairs. Et au bout de l'année, on trouve des jeunes plus connectés, qui connaissent un peu au moins une dizaine de professionnels, dont des RH, ils ont des cartes de visite de professionnels, versus ceux qui se sont quelque part enfermés et en bout de ligne, ils ont du mal à décrocher leur premier stage. Juste pour ceux-là, ceux qui font la différence, comment ils font? Comme ils font, je dirais, c'est pas donné à tout le monde. Encore une fois, il faut être curieux. Il faut que l'environnement... Parce qu'on parle d'un jeune qui a 18 ans, 19 ans, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette maturité peut-être professionnelle, qu'il n'a pas cette confiance en soi, cette aisance à aller vers l'adulte qui travaille. C'est gros, c'est important. On est agréablement surpris on a des cas qui sont comme ça et ça fait vraiment chaud au cœur qu'on les voit. Maintenant, c'est des cas isolés parce que l'environnement était propice, parce que l'école ou la gouvernance de l'établissement d'éducation était propice pour les pousser un peu à aller de l'avant. Et dans ces jeunes-là, on peut trouver des jeunes qui viennent de milieux très défavorisés, mais qui ont cette niaque, cette volonté d'atteindre un peu d'autres horizons. Et là, mais ils se démarquent. Donc c'est pour ça que je dis quelque part, si on pouvait trouver cette potion magique et la passer, l'inoculer dans nos cursus pour leur dire, OK, la partie technique très bien, mais à côté, comme j'ai dit, marketez-vous, il faut savoir comment se vendre, se connecter, et on reparlera de la partie connexion, c'est très important. Et la troisième des choses... On va même y consacrer une émission entière. Parfait. Et donc la troisième des choses, c'est, s'il vous plaît, apprenez à apprendre. Et je pense que les professionnels ici présents vont aussi peut-être appuyer ça, c'est que le lifelong learning, l'apprentissage ne s'arrête pas. Donc même quand ce jeune-là, il obtient son baccalauréat, ou sa licence professionnelle, ou son master, ou son doctorat, il se dit, ça y est, stop. J'ai appris ce que je devais apprendre. C'est pas vrai. Parce que tes compétences d'aujourd'hui, si elles sont demandées en aujourd'hui, d'ici 10 ans, on va demander d'autres compétences. Donc si tu n'es pas à jour... Mais ça, on l'apprend quand on rentre dans le marché professionnel. Un jeune qui a passé 4 ans, 5 ans à étudier, qui cherche juste à travailler, on va dire c'est peut-être le troisième et dernier point qu'il va mettre en pratique. Mais le premier pour lui, et qui est très important, c'est se vendre. C'est se vendre, se mettre en réseau et d'apprendre à apprendre. Parce que ce qu'il a appris quelque part, on l'a dit, on parle de 18, 19, 21 ans, on a des 18 ans, 19 ans qui sont en université. Et quelque part, peut-être ils ne sont pas sur le bon couloir qu'ils voulaient. Mais quelque part, si je veux apprendre d'autres matières qui m'intéressent, aujourd'hui, je peux aller vers des réseaux sociaux, je peux aller vers tout ce qui est e-learning pour compléter. Mais si je me dis, non, je suis que sur ce couloir-là, je ne peux pas regarder ni à droite ni à gauche, ben quelque part, il va rater un peu ce qu'il voulait, lui. Donc, il y a toujours moyen de rattraper le coup, alors, même si on est mal orienté à la base. Oui, mais dans ce que vous dites, le rôle de la structure est aussi très important. C'est-à-dire, le jeune a sa responsabilité avant d'arriver à l'entreprise. Le jeune a sa responsabilité, mais la structure dans laquelle il évolue, l'université, l'école, ça aussi, vous l'avez dit, ça dépend de la gouvernance de l'établissement dans lequel il est. Oui, moi je dis, oui, mais les choses, elles sont ce qu'elles sont. Il ne faut pas changer des mastodontes. Maintenant, c'est l'intelligence, je dirais, du jeune de s'adapter aujourd'hui. Il a les outils, parce qu'on parle bien des jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quelque part, ils n'ont pas toujours... On ne va pas toujours les excuser, quelque part, parce qu'ils ont des outils, ils sont connectés. Quand vous dites qu'ils ont des outils via les réseaux sociaux, Google, YouTube, etc. Tout à fait. Les conférences, je connais presque 90% des conférences aujourd'hui, des colloques sont à accès gratuit. Les salons et foires professionnelles, mais on ne les voit pas tourner entre les stands dans les foires professionnelles par métier. Des fois, ils sont sectoriels. L'espace d'exposition, des fois, on ne trouve que des professionnels. Les jeunes boudent, ne viennent pas, ne savent pas ce qui se passe en termes
Alors, on va marquer une courte pause. J'espère que les jeunes ne sont pas trop fâchés avec nous, qu'on ne va pas les perdre. Au contraire, c'est pour votre bien qu'on en parle. On revient dans quelques instants avec ce tour de table de spécialistes pour continuer la discussion, sans oublier, bien sûr, l'interview santé avec le docteur Anis Bouazaoui consacré à l'angine. Restez avec nous. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour pour reprendre cette belle thématique de l'employabilité des jeunes. Ce qui fait défaut aujourd'hui à nos jeunes, on le dit sans langue de bois, mais on est aussi là pour apporter des pistes de développement. Et on en parle avec différents spécialistes, Mariam Sbihi, Issam Haq et Nawal Bakri. Et puis, en off, justement, la discussion continue entre nous. Et Mariam et Issam veulent rebondir sur les propos de Nawal Bakri qui pointait du doigt quand même le manque de soft skills chez nos jeunes et le manque de volonté, désolé, de les développer. Et vous parliez de relations entre connaissances et compétences. Oui, la problématique qui se pose et qui se posait toujours, c'est que durant les années d'études, la question auxquelles les jeunes sont toujours confrontés, c'est qu'est-ce que vous avez appris? Et c'est avec ça qu'ils passent leur examen, qu'ils réussissent à avoir leur diplôme. Une fois que le diplôme en poche, la question qui se pose devant la porte de l'entreprise, qu'est-ce que vous savez faire? Et pour ça, normalement, les jeunes, la responsabilité est partagée entre les jeunes, mais aussi toutes les structures d'accompagnement. C'est ce que disait Nawal, autour. Apprenez à vous vendre. Oui, c'est ça. Et ça, effectivement, les jeunes n'ont pas l'habitude, effectivement, de capitaliser et utiliser c'est-à-dire le savoir d'apprendre à apprendre. Moi, j'en ai vu des jeunes qui sont dans l'associatif, qui sont parfois dans des clubs parallèles. Et lorsque vous demandez qu'est-ce que vous avez appris, c'est-à-dire sur cette expérience, ils ne savent pas le valoriser. Ils ne savent pas capitaliser, faire cette transition entre ce qu'ils ont appris durant ces expériences et pour pouvoir le vendre effectivement aux entreprises durant les entretiens, ou même sur un CV. Mais ils ne savent pas le faire parce qu'on ne leur a pas appris ou parce qu'ils sont supposés apprendre à le faire tout seuls? Mariam? Oui, alors, bon, on sait que pour cette génération, c'est quand même une génération qui est un petit peu assistée. Donc, quelque part, c'est vrai que spontanément, ils ne vont pas aller vers l'information, ils ne vont pas essayer de se projeter. Mais aujourd'hui, il y a des structures qui les accompagnent dans cette projection. On les oblige au départ, au début de leur cursus, de mettre en place un projet professionnel. C'est vrai que pour eux, ce n'est pas parlant au départ. Ils se disent, me projeter, c'est très difficile pour moi. Et c'est de là où ils font tout d'abord le point sur eux-mêmes, d'accord, par rapport à leurs qualités, par rapport à leurs faiblesses, et qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais être. Alors, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure des années. Donc, à l'issue de leurs études, eh bien, ils commencent déjà à avoir une idée sur ce qu'ils voudraient faire, et puis aussi travailler leurs axes d'amélioration qu'ils ont peut-être ciblés les premières années et que la structure, bien entendu, a pu les accompagner là-dessus. L'accompagnement est extrêmement important. Extrêmement important. Il faut qu'ils mettent en place des projets professionnels. Je pense que c'est quelque chose qui a généralisé dans les centres ou dans les universités, dans les écoles, parce que, encore une fois, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont encore besoin d'être assistés. Absolument. Alors, on va vraiment aller sur le terrain. Bien. Une fois qu'ils finissent leurs études, ils se présentent pour des entretiens. On va dire, si je me permets de le dire ainsi, les plus grosses perles. Ce que vous avez pu voir, Madame Sbihi, les pires des choses que vous avez pu voir. Alors, les pires... je ne dirais pas que c'est les pires, mais en tout cas, c'est des choses qui me désolent. C'est d'avoir un jeune ayant fait de très bonnes études, ayant un super diplôme à la poche et qui se présente à un entretien et il s'avère que c'est quelqu'un qui n'est pas un bon communicateur. Donc derrière ça, je me dis c'est vraiment dommage qu'il ait fait peut-être un bac plus 5, qu'il ait fait autant d'efforts et qu'on ne lui ait jamais dit que les exigences du marché du travail font que d'abord et avant tout, il faut bien communiquer. Quand je parle de communication, c'est en matière d'expression orale et écrite. Donc d'abord, nous, en entretien, on ne voit que l'aspect oral. Si on ne lui fait pas passer des tests préalablement, c'est de là où on va évaluer la partie écrite, mais c'est d'abord ça. Le deuxième
critère qui me désole aussi, c'est peut-être son sens du relationnel. C'est quelqu'un qui va rester un peu réservé pendant l'entretien. Et là, on sent qu'il n'y a pas de préparation. Alors que c'est des choses qui peuvent l'aider. Et le fait d'être préparé préalablement, ça lui permet de prendre confiance en lui, c'est de pouvoir justement argumenter pendant l'entretien. Parce que les premières questions, ce sont des questions qui sont standards dans le recrutement. Parlez-moi de vous, parlez-moi de votre formation, parlez-moi de votre expérience. Donc, quelque part, ça lui met dans sa zone de confort. Donc, s'il s'y prépare, déjà, ça lui donne plus de confiance. Il peut aller de l'avant pour pouvoir répondre aux autres questions qui sont quelque part inattendues. Alors, on va profiter justement de votre présence. Vous l'avez évoqué, cette fameuse question « Parlez-moi de vous ». Oui. Et c'est une question qui pose beaucoup de problèmes aux jeunes. Et ça pose problème à n'importe quelle personne de parler de soi, en fait. Je pense que même une personne qui a 20 ans de carrière, elle est un peu gênée de parler d'elle-même. Quand vous les spécialistes en recrutement, vous dites « parlez-moi de vous », vous attendez quoi comme réponse? Alors, on essaye de voir un peu comment il structure son argumentaire. Alors, vous savez, vous avez plusieurs typologies de questions. Vous avez des questions directives, donc en lui disant « parlez-moi d'abord de votre formation ». Et on va l'écouter. Donc, c'est question-réponse. Parlez-moi de votre expérience. Question-réponse. On a le semi-directif qui est parlez-moi de votre formation et de votre expérience. Et là encore, on essaie d'évaluer un petit peu comment il va structurer son argumentaire ou son discours. Et la fameuse question parlez-moi de vous, c'est l'entretien non directif. C'est qu'il arrive, on lui dit on vous écoute. Et là, effectivement, ça peut le perturber. Et il peut rebondir en nous disant, vous souhaitez que je vous parle de ma formation d'abord ou de mon expérience? On dit, écoutez, allez-y, faites comme vous le souhaitez. Vous n'aimez pas cette question? C'est pas que je ne l'aime pas, c'est que ça me permet dans un premier temps... Les spécialistes en général? Non, on peut, c'est-à-dire ça nous permet justement de voir un peu le schéma mental. Est-ce qu'il est organisé, est-ce qu'il est structuré dans ce qu'il va dire? Maintenant, on le rattrape. Si toutefois on voit qu'il est un petit peu perdu. Donc on le rattrape en reposant des questions peut-être directives ou des questions semi-directives. D'accord. Voilà. Donc en fait, quand vous posez la question parlez-moi de vous, vous n'attendez pas du jeune qui vous dit par exemple je suis né en telle année, j'ai 2 frères et une sœur. C'est plutôt académique? C'est plutôt académique dans un premier temps. D'accord. Il va parler de son identité, bien entendu. Il va peut-être dire en 2 mots des éléments qui sont liés à son identité. Et puis, très vite, il va rebondir sur sa formation et son expérience. Donc, juste pour revenir sur cet aspect-là, vous m'avez posé la question en me disant c'est une question qui reste difficile. Oui. Effectivement. Mais si on ne s'y prépare pas, elle est encore plus difficile. Donc c'est de là où on encourage ces jeunes aujourd'hui à se préparer chez eux, à répéter ce discours. Encore une fois, c'est des questions bateau. Les premières questions, c'est des questions qui se répètent. Donc il s'y attend. Donc c'est comme un examen surprise. Quand on n'a absolument rien préparé et on a un examen surprise et pourtant on connaît les réponses, eh bien on risque de se heurter à ces questions-là et de ne pas répondre convenablement. Par contre, quand on s'y prépare préalablement, et on arrive et on sait que l'examen est là, eh bien, on y répond mieux. Et le taux d'erreur, voilà. Et puis en matière de fluidité, eh bien... Et d'aisance. Et d'aisance, on a toutes les informations. En tout cas, le jeune émet toutes les informations nécessaires à son recruteur. Alors, on revient à vous, Nawal Bakri. Vous êtes consultante experte en employabilité des jeunes. Ces jeunes, vous les accompagnez. Vous l'avez bien pointé du doigt, leur part de responsabilité à eux, la part de responsabilité de la structure, mais le marché de l'emploi lui-même, les entreprises, est-ce qu'elles communiquent sur les besoins? Est-ce qu'elles communiquent sur, par exemple, on a une promo bac 2017, dans 4 ans, voilà les métiers porteurs. Donc, il faut orienter ces jeunes vers tel ou tel secteur. Est-ce qu'il y a ce rapport d'échange sur le moyen, long terme du marché du travail et des formations? Effectivement, si on va parler d'aujourd'hui, il y a des études qui se font. La dernière de l'Agence nationale publique pour la promotion de l'employabilité des jeunes. Et donc, elle a lancé une étude, elle a divulgué l'information qui est sur le site de l'établissement, qui montre un peu un mapping des jobs sur tout le territoire marocain, avec toutes les prévisions d'insertion professionnelle d'ici 1 année, 2 ans. Donc, quelque part, si, encore une fois, les jeunes cherchent cette information, comment ils pouvaient chercher l'information? C'est en lisant.
c'est en étant un peu cultivé, c'est en s'inscrivant à des newsletters économiques ou autres qui arrivent jusqu'à leur téléphone pour savoir que telle ou telle agence, elle a déployé Donc l'info est là. un plan. L'info, elle est là. L'info, elle est là et c'est ce que je leur dis quand on a l'occasion de les voir, c'est Qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais non, on n'est pas au courant, mais on ne sait pas. Exactement. Je leur dis, est-ce que vous connaissez X, Y, Z de newsletter? Non. Eh bien, tout de suite, je dédie un petit quart d'heure pour m'inscrire en ligne devant eux et je leur dis, s'il vous plaît, vous avez la possibilité de le faire. Moyennant 5 dirhams dans un cybercafé, vous avez toute l'information économique, sociale, avec je dirais des keywords sur ce qu'ils aiment et l'information, elle est là. Deuxième des choses, c'est que, comme j'ai dit, dans, je dirais, l'axe qui est un peu plus favoriser, c'est l'axe, je dirais, El Jalida Kenitra. On a beaucoup de conférences qui sont très ouvertes. Maintenant, c'est juste le jeune qui n'ose pas peut-être mettre le pied dedans, parce que c'est là où il y a l'information économique, des fois, qui est d'actualité. Les entreprises aussi, elles se soucient beaucoup Quand de vous dites favoriser, à quel niveau en termes de conférences? Il y a beaucoup de, oui, il y a beaucoup de dynamique, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la marque employeur. Aujourd'hui, toutes les entreprises structurées, je dirais, se soucient de leur marque et ils ont toute une armada de personnes qui sont derrière leur marque sur les réseaux sociaux. Donc les jeunes, comme c'est une génération connectée, et là l'information devant elle, elle peut la chercher, elle peut la trouver. Eh bien, merci beaucoup pour toutes vos orientations, vos questions, vos réponses surtout, pardon, et même vos critiques positives à l'encontre de nos jeunes pour améliorer l'employabilité des jeunes. Je remercie Mariam Sbehi, Issam Haq et Nawal Bakri. Au plaisir de vous retrouver prochainement sur notre plateau. Moi, je reste avec vous pour la suite. À tout de suite, justement. Tout de suite, place à notre interview santé consacrée à l'angine. On en parle avec vous, docteur Anis Louazaoui. Vous êtes médecin ORL. Bonjour, docteur. Bonjour à vous. Merci d'être là. C'est moi qui suis honoré de votre invitation. C'est très gentil à vous, docteur. C'est un plaisir de vous avoir. Je suis déjà sur les ondes et surtout à la télé, cette chaîne qui est quand même internationale, pas seulement au niveau africain. Merci, docteur. En tout cas, pour votre témoignage. On va faire le point avec vous sur ce qui semblerait être très banal, mais qui pose problème et qui peut se compliquer et donner d'autres pathologies. On va parler de l'angine. Quand on parle d'angine, quand on dit « j'ai une angine », ça veut dire quoi? Est-ce que c'est correct de le dire ainsi, docteur Bouazaoui? Alors, l'angine, elle se définit par deux choses principales. Une douleur quand j'avale et aussi de la fièvre. Beaucoup de personnes qualifient d'angine le fait juste d'avoir une augmentation de volume, mais en fait, il faut avoir deux choses, douleur quand j'avale et également de la fièvre. Il peut aussi arriver qu'on mélange un petit peu la pharyngite et l'angine. La pharyngite, c'est une douleur au fond de la gorge qui est en rapport avec une inflammation ou une infection de la gorge différemment par rapport aux amygdales, qui est l'angine pure et dure. D'accord. Alors justement, l'angine, c'est une inflammation des amygdales. C'est une inflammation des amygdales. Elle peut être bactérienne, c'est-à-dire une infection. Elle peut être aussi, on va dire, traumatique. Elle a été traumatisée soit par un reflux gastro-œsophagien, soit par une allergie. D'accord. Et parfois par des aliments. Ok. Alors, ça peut être viral aussi? Ça peut être viral. Effectivement, donc les différentes infections chez l'enfant, jusque l'âge de 5-6 ans, c'est plutôt bactérien, mais chez l'adulte, c'est plutôt viral dans plus de 70% des cas. D'accord. Alors, quand on dit j'ai une angine, on l'a dit, c'est une inflammation des amygdales, on dit que c'est souvent un seul côté. Est-ce que c'est vrai? Ou ça peut être les deux côtés? L'angine, par définition, va être des deux côtés. Parce que c'est une défense de l'organisme qui va provoquer, on va dire, un réflexe de défense de l'organisme contre quelque chose qui l'agresse, et les deux amygdales vont être inflammées. L'une peut être plus inflammée que l'autre, mais si jamais on a une augmentation de volume ou une inflammation seulement sur une, là, il faut un peu plus s'inquiéter et chercher pourquoi nous n'avons pas une atteinte symétrique. Symétrique, d'accord. Donc ce qui est plutôt normal, c'est d'avoir une atteinte symétrique. Symétrique, tout à fait. Alors, l'angine est vraiment, on va dire, banale chez l'enfant. C'est-à-dire que les enfants très, très jeunes vont faire différents épisodes. Quand l'enfant fait différents épisodes, est-ce que c'est toujours bactérien ou c'est plutôt viral? Chez l'enfant, notamment les 2 premières années de scolarisation, il va développer son immunité.
Parce que jusqu'à l'âge de 2 ans, et notamment lors de l'allaitement, de la période d'allaitement, on est couvert par les anticorps de la maman, qui nous passe ces anticorps à travers le lait. À partir de 2 ans, je vais commencer à développer mon immunité, et donc je vais être obligé à être en interaction avec des bactéries, des virus, qui vont se placer notamment sur la sphère ERL, que ce soit les végétations ou que ce soit les amygdales, qui sont à peu près au niveau la même constitution cellulaire, qui a pour but d'apprendre à fabriquer des anticorps contre ces microbes. Et donc l'enfant, effectivement, comme vous le dites bien, va faire plus d'angines qu'un adulte. Ceci dit, ce qui est bien admis, c'est qu'il ne faut pas dépasser 5 à 6 épisodes par an, à savoir 1 mois, je suis bien, le mois d'après, je suis malade, c'est limite. D'accord. C'est toléré, mais sous surveillance médicale, lors des 2 premières années de scolarisation, parce que tous les enfants à la crèche ou à l'école vont amener des microbes, vont brasser leurs microbes, se les échanger, mais c'est bénéfique pour développer mon immunité, sans dépasser, bien entendu, 5 à 6 épisodes d'angine par an avec fièvre, pour ne pas impacter le cœur, pour ne pas impacter aussi la croissance de l'enfant, qui sera trop fatigué pour grandir et qui va envoyer toute son énergie pour combattre les microbes, alors qu'il ne devrait le faire que 3 fois par an. D'accord. Alors, ces infections chez l'enfant, répétées pendant l'âge scolaire, c'est viral ou bactérien? Parce que ça va déterminer la prise en charge et le traitement. Tout à fait. Pour aller dans votre sens, effectivement, chez l'enfant, c'est plutôt bactérien, mais il y a énormément aussi d'infections virales. On considère autour de 60-70% des infections bactériennes chez l'enfant. Et ce phénomène va s'inverser vers l'adolescence, où ce sera l'inverse, ce sera plutôt 70% d'origine virale quand ils seront à l'adolescence. Ceci dit, au Maroc, nous avons un problème d'impact négatif sur les reins, éventuellement, de l'angine et sur le cœur, qui est dû à un certain type de bactérie, qui est le streptocoque B. C'est le streptocoque bêta-hémolytique qui risque de provoquer, s'il se répète, des problèmes de valve cardiaque, on appelle ça le rhumatisme articulaire aigu, et également, de nombreuses personnes se retrouvent à faire des hémodialyses rénales parce que dans leur enfance, ils avaient fait des infections qui n'avaient pas été traitées. Ça correspond à peu près à moins de 10%. C'est bien de préciser. Qui n'avaient pas été traitées. Donc si je traite une angine, il vaut mieux voir un professionnel de santé, que ce soit un médecin généraliste ou un pédiatre. Ou un ORL. Mais alors justement, désolé de vous interrompre, docteur, est-ce que vous avez moyen de vérifier si c'est bactérien ou viral pour adapter le traitement? Nous avons 2 moyens, et je dirais même 3, de vérifier que cette infection bactérienne nécessite un antibiotique. Primo, ce sera l'examen clinique qui va nous orienter. Donc les médecins connaissent bien les signes spécifiques aux infections bactériennes, notamment 10% qui sont dus au streptocoque, qui peut être dangereux pour le cœur et les reins. C'est la fièvre? C'est plutôt l'aspect des amygdales. À l'examen, qui peut être rougeâtre avec des petits points blancs ou au contraire une amygdale qui est complètement blanche, recouverte de pus. Donc c'est véritablement l'examen et un œil entraîné va tout de suite savoir s'il faut mettre un antibiotique ou pas. Dans le sens où l'angine, généralement, c'est bénin, mais il vaut mieux vérifier, parce que dans 90%, on n'aura pas de problème, mais dans 10% des cas, on risque de provoquer plus tard, dans plusieurs années, et à force d'exposition à ce même streptocoque, on peut s'exposer effectivement au rhumatisme articulaire aigu. Et les problèmes rénaux dont vous avez parlé. Notamment. Ce qui veut dire quoi? À quel moment il faut penser à l'ablation des amygdales, docteur, chez l'enfant? Chez l'enfant, l'ablation d'amygdale
Aujourd'hui, en comparaison avec la fin des années 90, statistiquement, sur les 100 enfants qui étaient opérés, à qui on enlevait l'amygdale par voie buccale, technique qui est encore poursuivie aujourd'hui, eh bien, seulement aujourd'hui 20% sont opérés. Pourquoi ? Parce qu'il y a un meilleur traitement, une meilleure couverture antibiotique. D'accord. Maintenant, le médecin a à sa disposition également... Donc on opère moins maintenant ? On opère beaucoup moins. Il y a des recommandations internationales qui sont faites sur des études sérieuses, que ce soit au niveau de l'Amérique ou du continent européen. Il y a 3 indications à retirer une amygdale. Primo, si je fais 5 à 6 infections angines par an. Enfant. Enfant. Okay. Toujours, je parle là que de l'enfant. L'enfant, bien sûr. Donc 5 à 6 infections par an, avec fièvre, bien entendu. Si jamais la seconde indication pour laquelle on enlève les amygdales, c'est une amygdale qui est plus volumineuse que l'autre. Là, on s'inquiète. On se pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas des globules blancs qui se seraient transformés en quelque chose de méchant, tout ce qui est lymphome. Et donc là, on va sur une ablation de l'amygdale pour l'envoyer en analyse anatomo-pathologique. Et la dernière indication, c'est les amygdales obstructives. C'est un enfant qui, malgré un traitement contre l'allergie ou malgré un traitement contre le reflux qui va augmenter le volume des amygdales, il garde des amygdales très volumineuses qui l'empêchent d'une part de respirer correctement et d'autre part qui va empêcher d'avaler. Donc il n'arrive pas à tenir son souffle, ne serait-ce que pour avaler une bouchée de pain. Et qui vont s'infecter plus facilement ? Elles vont s'infecter plus facilement, mais elles l'exposent à ce qu'on appelle aux pauses respiratoires et à l'apnée du sommeil. Donc quand l'enfant va se coucher, les grosses amygdales vont se toucher et ne pas laisser l'air passer. L'enfant va beaucoup ronfler et faire des apnées de sommeil, c'est-à-dire qu'il s'arrête pendant quelques secondes de respirer. Ça va impacter l'arrivée d'oxygène au niveau du cerveau, donc ça impactera son développement psychomoteur, sa croissance, et là il faut intervenir. Bien sûr. Pour l'adulte cette fois-ci, est-ce qu'il arrive que des adultes commencent à faire des épisodes d'angine à répétition ? Tout à fait. Est-ce que l'adulte c'est anodin ? est légèrement différent. Les mêmes indications qui s'appliquent à l'enfant s'appliquent à l'adulte, avec la nuance que l'adulte est beaucoup plus exposé aux infections virales. Donc il y a un peu moins de risque parce qu'il a une immunité qui s'est faite. Il a moins de risque d'être exposé au streptocoque et donc moins de risque de faire un rhumatisme articulaire aigu avec ses conséquences. Mais on a beaucoup de demandeurs d'amygdalectomie pour ce qu'on appelle l'amygdalite chronique avec du caséum. C'est quoi ? On a des petites cryptes, des petits trous dans l'amygdale qui permettent d'évacuer justement les petites cellules qui sont mortes, comme au niveau de la peau. Elle va desquamer un petit peu et elle va se mélanger avec des anticorps, avec un peu de nourriture. Et c'est comme des petits grains blancs de couscous qui se bloquent, qui sont gênants. De mauvaise haleine ? Source de mauvaise haleine également, parce qu'ils développent d'autres bactéries. Et généralement, la majorité des personnes adultes, c'est soit dans ce cadre ou dans le cadre d'un ronflement ou d'une apnée du sommeil. D'accord. C'est un peu plus rarement l'effet d'une infection pour lesquelles on va se diriger une ablation. Mais si l'adulte fait une angine à répétition, des angines à répétition, est-ce que c'est mauvais signe ? Les choses à rechercher dans le cadre d'une angine à répétition, premièrement, faiblesse de la défense du corps. Pourquoi ? Par exemple, on peut avoir certains patients diabétiques, mais mal équilibrés. Une personne diabétique bien équilibrée n'est pas plus exposée. Mais si elle ne se connaît pas diabétique, elle pourra faire des infections à répétition. Il y a également, bien entendu, des infections qui sont dues à une inflammation chronique qui va produire certaines protéines. Et là, n'importe quel microbe va coller beaucoup plus facilement sur les amygdales. C'est le cas de l'allergie chronique. C'est également le cas d'un reflux gastro-œsophagien nocturne quand je suis debout ou assis.
le reflux n'arrive pas à remonter, l'acide n'arrive pas à remonter du fait de la pesanteur. Mais si je me couche sur mon dos, l'acide va plus rapidement monter, beaucoup plus facilement, et je ne le sens pas parce que je suis couché et endormi, et le lendemain, j'ai un peu mal à la gorge. Cette molécule, ces protéines vont faciliter l'infection, parce qu'il y a cette inflammation qui est permanente, qui est entretenue chaque nuit. Et donc, pour la majorité des cas, il est recommandé au niveau international de ne pas aller vers une ablation des amygdales, même si je fais 10 infections par an. D'abord, traiter le phénomène facilitateur, donc l'allergie, par exemple, puis ensuite, éventuellement, traiter le reflux gastro-œsophagien pour protéger ma muqueuse. Et ensuite, s'il n'y a pas d'amélioration, on fait un bilan sanguin dans le même temps pour voir s'il n'y a pas d'une anémie, la baisse du fer dans le corps. En fait, à ce moment-là, comme vous l'avez dit, le tableau peut être très large, mais il faut voir l'angine comme un symptôme et non pas comme une maladie isolée. Véritablement, avant d'incriminer l'amygdale qui, a priori, ne fonctionnerait pas, il convient d'écarter plusieurs autres origines. Chez l'adulte. Merci beaucoup, docteur Anis Bouazaoui, médecin ORL à Rabat, pour ce tableau explicatif de l'angine chez l'enfant et chez l'adulte. Quant à moi, je remercie toute l'équipe qui m'a accompagnée à Tanger, Rabat et Abidjan pour la réalisation et la diffusion de cette émission. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.